L'entreprise Legrand perd plus de 25% depuis le début de l'année. Nous allons voir si ceci constitue une opportunité. Pour ce faire, nous allons balayer le rapport financier, puis nous essayerons de déterminer à quel prix acheter Legrand et quel type de rendement pourrons-nous espérer. Et nous finirons par voir quels sont les positionnements institutionnels sur Legrand. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo et surtout abonne-toi. Je remercie beaucoup aux gens qui jouent le jeu. Franchement, merci beaucoup, ça aide la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo, en commentaire épinglé. Ceci étant dit, maintenant passons au rapport financier de Legrand. Donc, le rapport financier, c'est celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est les résultats du 29 juillet 2026. Donc là, c'est le rapport du premier semestre de 2026. Donc, le rapport plutôt intéressant qui permet de comparer le premier semestre de 2026 au premier semestre de 2025. Donc ce rapport, il est sur ce site, donc le site de Legrand ici. Donc là, on peut voir que sur le résumé, on nous indique qu'il y a une croissance organique en augmentation, une croissance par acquisition, une augmentation de la marge opérationnelle et une augmentation du résultat net du groupe. Ces résultats-là, logiquement, on doit les retrouver ici sur TradingView. Donc là, on peut voir que le revenu a augmenté, le bénéfice un peu moins. Mais on va regarder tout ça en détail. Alors, le rapport financier qui est juste ici, je l'ai balayé rapidement et je me suis permis de vous sortir les petits tableaux de synthèse juste après. Donc, premier tableau de synthèse que je vais vous présenter juste ici, ça va être les faits les plus importants entre le premier semestre 2026 et le premier semestre 2025. Donc, il est juste ici, donc premier semestre 2026. Donc, pour le premier semestre 2026, on peut noter une croissance record des ventes. Donc là, on a une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 13%, 8,6 en organique et 6,9 par acquisition. Donc ça, c'est très très bien. Excellente rentabilité maintenue. Donc là, on a un résultat opérationnel qui a augmenté de 12% avec une marge de 20%. Très proche de l'année dernière qui est aux alentours des 21. Donc ça, c'est très très bien. Et Legrand a surtout fait cette acquisition stratégique dans tout dans les marchés de la transition énergétique, notamment numérique, et notamment les centres de données, distribution de puissance, etc. etc. Donc ces acquisitions-là ont permis d'augmenter la marge opérationnelle de Legrand. Donc ça, c'est plutôt positif. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Legrand suivant le rapport financier du premier semestre 2026 ? Alors, il est juste ici. Donc, on peut voir que l'objectif 2026 a été atteint. Donc, ça, quand une entreprise atteint son objectif, forcément, c'est hyper positif. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, on peut voir, on revient un petit peu à ce qu'on a dit précédemment. Donc, une augmentation des ventes, une croissance organique, etc. Augmentation de la marge opérationnelle. Donc ici, donc ça c'est très bien. Donc ils atteignent leur objectif pour 2026, donc c'est très très bien. Croissance rentable et responsable, donc poursuite de la feuille d'Eurostratégie et RSE, pardon, et avec un taux de réussite au-dessus des 100%. Alors je sais pas ce que ça veut dire au-delà de 100%, mais en tout cas ils continuent à suivre la feuille de route 2025-2027. Donc ça c'est un peu le côté environnement, etc. Maintenant, si on s'intéresse un peu aux chiffres semestre 2025 versus semestre 2026, on peut voir que juste ici, que le chiffre d'affaires a augmenté de quasiment, j'allais dire 1 milliard, mais pas 1 milliard, un peu moins d'1 milliard, hein. Donc 13%, donc plus 10% en organique, donc forte contribution en Amérique du Nord. Donc l'avantage des entreprises comme Legrand ou peu importe les entreprises du CAC 40, c'est des entreprises qui sont basées partout dans le monde. Et c'est pour ça, pour moi, c'est intéressant d'investir dans des actions françaises parce que les actions françaises n'ont pas leur terrain de jeu en France, hein, où on va dire l'économie est plutôt morose, mais partout dans le monde et selon l'endroit où on se trouve dans le monde, l'économie n'est pas la même qu'en Europe. Donc on peut voir que voilà, les entreprises comme Legrand permettent de tirer leur épingle du jeu, notamment en Amérique du Nord en ce moment. Alors la marge nette et la rentabilité, donc la marge nette a augmenté, donc ça c'est plutôt positif. On va aller voir ça en détail après sur Colfin. La dette, elle a augmenté, donc ça pour moi c'est pas positif, mais comme on a dit juste avant, Legrand a fait pas mal d'acquisitions, donc la dette peut venir de là, donc de l'investissement qui a été fait sur différentes entreprises. Donc voilà, et surtout, donc ça pour moi c'est négatif, hein, d'avoir une dette qui baisse, c'est pas très positif. Et on a un cash flow aussi
diminuer, donc ça aussi pour moi c'est pas positif. Donc voilà, on va dire que la dette et le cash flow pour moi ça reste un peu une zone d'ombre pour ma part. Maintenant, si on regarde ça un peu plus en détail sur Coifin, donc là je vais laisser uniquement le chiffre d'affaires pour commencer. Donc là on peut voir que le grand, le chiffre d'affaires en perpétuelle augmentation, donc ça c'est très bien. Franchement, rien à dire. Hein. Un petit creux Covid, comme toutes les actions, mais on est reparti. On a fait un petit plateau ici en 2024, et là, on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est hyper positif. Maintenant, si on regarde la marge, donc là, la marge, elle est super, elle est stable dans le temps. Donc c'est ce qu'on veut voir. Hein. Donc là, grosso modo, si je mets une moyenne ici, là, une moyenne. Donc là, on voit qu'on a une moyenne aux alentours des 10. Donc 10-11, donc ça c'est super. Donc là on peut voir que depuis 2009, grosso modo, on a une marge au-delà de 10%. Donc ça c'est hyper positif pour une entreprise. Donc là si je calcule la marge directement, alors on va caler sur 10 milliards de chiffre d'affaires fois 13% de marge. Ça fait 1,3 milliard de marge, donc c'est nickel pour moi. Franchement rien à dire. 1,3 milliard de marge qu'on ramène face à la dette, hein, toujours. Donc là, on va ramener ça face à la dette. Donc là, on peut voir qu'on a une dette aux alentours de 4,22 milliards. Cette dette, si on la met vis-à-vis de la marge nette qu'on vient de calculer, donc là, si on fait x3, voilà, donc en 3 ans, grosso modo, allez, 3 ans et demi, on peut recouvrir la dette, donc c'est pas dégueulasse, franchement c'est très bien, très bonne gestion, et surtout si on rajoute à cela le cash flow, donc la marge brute d'autofinancement, le free cash flow, donc là on peut voir que le cash flow est aux alentours de 1,3 milliard, donc le cash flow équivaut à la marge, donc marge plus cash flow ça fait quasiment 3 milliards, donc en gros la dette on pourrait la rembourser en 2 ans, donc là c'est plutôt positif, donc là les chiffres de Legrand sont plutôt pas mal. Maintenant, à quel prix acheter du Legrand? Alors pour ce faire nous allons prendre le price earning ratio qui est juste ici, je vais vous montrer tout ça. Donc là, on peut voir que Legrand a un price earning ratio moyen aux alentours de 23 fois les bénéfices. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, mon seuil psychologique, comme je le dis à chaque fois, c'est 20 fois les bénéfices. Donc là, on est légèrement au-dessus. Donc à la moyenne, pour moi, investir dans Legrand, ça serait pas déconnant. Au jour d'aujourd'hui, Legrand, pour moi, est surévalué. Hein. On a tenté de se rapprocher de la moyenne. Donc ça aurait été pas mal qu'on se situe plutôt aux alentours d'ici. Donc 20, 17, 16, 15, voire même 10, hein, ça aurait été plutôt pas mal. Là, on a un creux à 10, 11, 12. Donc, pour moi, là, c'est des zones plutôt intéressantes à acheter. Et puis, plus on s'éloigne de la moyenne, je vais y arriver, on s'éloigne de la moyenne, et plus, en fait, tout simplement, pour moi, l'action est surévaluée. Donc là, pour se positionner sur Legrand, je vous propose de calculer le prix de Legrand avec un price earning ratio aux alentours de 10, un price earning ratio aux alentours de 15 et un price earning ratio aux alentours de 20 qui est pour moi le seuil à ne pas dépasser quand on investit dans une action. Donc là, on a calculé le bénéfice de Legrand qui était de 1,3 milliard de mémoire. On va multiplier ça par 10 qui est le price earning ratio, donc 10 fois les bénéfices. Donc ça, le bénéfice c'est 1,3 qu'on va faire fois 10, donc 10 fois les bénéfices. Donc ça va faire 13 qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation, qu'on va retrouver ça sur TradingView juste ici. Nombre d'actions en circulation, hop, ici. Hop. Ce qui est plutôt pas mal à observer, c'est que le nombre d'actions en circulation est en train de décroître, donc phénomène de rareté, comme je le souligne à chaque fois, et comme par hasard, quand le nombre d'actions en circulation baisse, le prix de l'action augmente, donc ça c'est des effets de levier, c'est pas magique, hein, c'est, on va dire entre guillemets, c'est mécanique. Donc là, on est aux alentours des 261 millions d'actions en circulation. Donc on va diviser ça par 261 millions. Ici, donc là, ça nous fait un prix pour 10 fois les bénéfices aux alentours des 50. On va mettre ça de suite ici. Donc je vais retenir 261 dans un coin de ma tête. Et on va mettre 50 euros. Donc 50 euros, c'est des prix très bas. Hein. Donc ici, grosso modo. On va augmenter ça un petit peu. Hop, je vais enlever l'élément. 51, allez, hop, ici. Donc ça, c'est PE 10.
ici. On va faire la même chose avec un price earning ratio de 15, donc 1,3 de bénéfices fois 15 fois les bénéfices cette fois-ci. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation. J'ai noté ça dans un coin de ma tête, donc 261 millions d'actions en circulation. Donc là, ça nous fait 74 euros. Donc 74 euros. Ici, grosso modo, on va changer de couleur. Hop, ici, et ça, c'est PE15. Hop. Et pour finir, on va calculer pour PE20. Donc, PE20, on va faire la même chose. On va prendre les bénéfices à 20 fois et on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Hop, et ça nous fait grosso modo 100 euros. Donc 100 euros, on est à 138 à l'heure que je vous parle. Donc 100 euros, on va être ici. Hop, je vais rattacher ça au graphique pour être un peu plus joli. Voilà, grosso modo ici. Et on va mettre ça en vert. Donc là, c'est le price earning ratio 20. Voilà, donc là, pour moi, c'est mes prix. Si je veux investir dans le grand que j'ai déterminé de manière fondamentale, c'est-à-dire en me basant sur le bénéfice et le nombre d'actions en circulation notamment. Donc voilà, un petit peu le prix sur lesquels je pourrais investir sur le grand. Maintenant, on a déterminé ça de manière fondamentale. Maintenant, on va passer à l'analyse graphique. Donc, graphiquement, tout d'abord, on va mettre un petit acteur que j'aime bien, bon, Ishimoku. Donc là, on peut voir qu'en termes de Ishimoku, on est sur la Kijun. Ici, donc là, ça peut être vu qu'on est dans une tendance haussière ici, long terme, donc là, on est sur un graphique mensuel. Donc là, la Kijun, ici, peut faire office de support. Donc là, ici, on pourrait éventuellement poser un billet si cela nous intéresse. Donc là, on est aux alentours des PE 24, je dirais, 24-25. Donc ici, ouais, ça peut être un bon point d'investissement. Ça correspond tout simplement à la moyenne du price earning ratio qui est aux alentours de 20-25. Voilà. Donc là, c'est la moyenne. Donc là, c'est un... Voilà, si vraiment vous voulez investir dans le grand, ici, ça peut être un premier point d'entrée. Mais comme je dis à chaque fois, si vous avez 1000 euros ou 10 000 euros à mettre sur le grand, mettez pas 10 000 euros directement ici à 125. Mais, je sais pas, mettez 1000 euros ici, 2000 ici, 3000 ici, et ainsi de suite. En fait, plus le prix baisse, je vais y arriver, et plus on va mettre gros, l'objectif étant d'avoir un prix moyen qui se retrouve le plus bas possible. Donc si on a un prix d'achat moyen qui est aux alentours des 74, voire même entre 74 et 50, c'est top. Comme ça, on peut profiter de la prochaine montée pour prendre ses bénéfices tout simplement. Donc là, sur une Kijun, pourquoi pas. Donc ça peut être un bon point d'entrée. On peut voir que la Tenkan n'a pas tenu. Donc là, la tendance baissière commence à s'estomper un peu. Donc le momentum haussier est un peu moins agressif. Donc là, sur la Kijun, ça peut être un bon point d'entrée. Et le deuxième point d'entrée, en fait, c'est le nuage Ishimoku qui correspond au PE20. Donc là, c'est plutôt pas mal. PE20. PE20 pour moi c'est le premier prix d'entrée sur lequel j'investirai sur le grand personnellement. Donc Ishimoku c'est plutôt pas mal, qui me donne des petites informations plutôt sympathiques. Maintenant il y a un autre indicateur que j'aime bien, c'est Fibonacci. Parce que Fibonacci utilise des rapports du chiffre d'or, et pour moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc là on peut voir qu'en termes de Fibonacci, ici, alors je vais enlever un peu les couleurs, que ce soit un peu plus lisible ici. Donc là on peut voir qu'en termes de Fibonacci, le PE20 ça correspond au premier arrêt 38,2. Donc ça je pense qu'à un moment donné on va venir, donc on va venir ici, on va venir retravailler sur tout. Donc là 38,2, alors je vais essayer de mettre ça en transparence si j'y arrive. Hop, tac 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 tac, non, transparence, ok, bon on va laisser ça comme ça. Mettre en pointillé, hop, ici c'est plutôt pas mal comme ça. Donc là, si on revient au 38,2, on peut voir aussi qu'il y a une imbalance ici mensuelle. On peut même la tracer comme ceci, qui sert de support à le grand depuis
quelques mois déjà, hein, depuis août 2025. Donc là, ce fair value gap slash 38,2 pour moi c'est un bon point d'entrée si on veut commencer à investir dans le grand. Tout simplement parce que en fait c'est des zones où le prix vient retracer assez souvent si le prix veut maintenir sa dynamique haussière. Donc imbalance mensuelle slash 38,2 de Fibonacci. Pour moi ici c'est un peu la première zone ultime sur laquelle on peut investir. Donc ça pour moi c'est plutôt pas mal. Deuxième zone importante que tout le temps j'utilise, c'est la Golden Zone, ici. Voilà, donc comme par hasard, entre PE15 et PE10, donc là, ici, c'est vraiment des bonnes zones d'achat, très très bonnes zones d'achat à long terme. Donc ça correspond aussi également au nuage Ishimoku, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc là si je remets ça rapidement. Voilà, donc le nuage Ishimoku, il est ici. Donc là, on s'approche de la zone, donc plus on s'approche du nuage, on s'approche de la Golden Zone ici en termes de Fibonacci. Donc là pour moi ici c'est vraiment une bonne zone d'achat. Donc là on peut voir qu'il y a des fair value gap ici, ici et un petit ici. Donc là éventuellement si on vient rechercher ça ici aux alentours des 62 €, ça peut être une excellente zone d'achat. Franchement pour le long terme c'est pour moi la meilleure zone ici identifiée. Maintenant quel type de rendement pouvons-nous espérer? Donc là si je m'arrête au 38,2 ici et qu'on va chercher un nouvel atterrage, bah déjà on est sur 60%, allez 56% de bénéfices, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si jamais hop, on vient chercher la Golden Zone ici, donc le haut de la Golden Zone, et qu'on va rechercher un atterrage, on est aux alentours des 153%. Et si éventuellement on vient retracer ici et que on a une extension, donc on vient au 38,2 et après on a une extension. Hop, je vais remettre tout ça en transparence. Ici, la ligne de tendance, je vais l'enlever. Hop, et je vais repasser ça en pointillé ici. Donc là, si on vient rechercher les 38,2 et qu'on va chercher plus haut par la suite, les 38,2 c'est ici grosso modo, bah, on pourrait, si on va chercher l'extension du chiffre d'or, on serait aux alentours des 145%. Et si jamais on vient dans la zone de rechargement à long terme et qu'on va rechercher la Golden Zone, donc on serait aux alentours des 364% de rendement. C'est possible, mais sur du très long terme, je pense que c'est possible, mais vraiment du très très long terme. Donc voilà un petit peu pour moi les objectifs d'entrée et les objectifs de rendement sur une entreprise telle que Legrand. Pour finir, je vais regarder avec vous les institutions qui sont positionnées sur Legrand, hyper important. Donc là on peut voir que dernièrement, en juillet, il y a eu BlackRock qui s'est positionné. On voit aussi dernièrement Vanguard aussi s'est positionné. Donc voilà, Amundi s'est positionné. Donc voilà, que des gros hedge funds qui se positionnent. First Eagle Investissement, je connais pas, mais ça doit être un gros truc. Donc là, on peut voir que les institutions, les hedge funds, les trusts, vous appelez ça comme vous voulez, se positionnent toujours sur Legrand. Donc ça veut dire que Legrand, pour ma part, c'est une valeur assez sûre et qui, pour l'avenir, a une perspective de rendement assez, pas important, c'est pas le mot que je voulais dire, mais pas sûr non plus, c'est pas ce que je voulais dire, mais une perspective de rendement assez stable pour l'avenir. Donc c'est pour ça que ces ETF, ces hedge funds, en fait, ils investissent dedans, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur Legrand, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, si cela vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les pouces et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, je vous remercie beaucoup aux gens qui le font, ça aide beaucoup la chaîne et surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo et surtout, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ceci est dit, passez une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.